d'être là, sous le nouveau branding en plus, c'est parfait. Et oui. Donc, et bienvenue à tous. Et comme Cédric le disait, on va parler d'exceptions ou pas. Donc voilà. Je vais d'abord vous préciser une chose. Donc on est, comme il l'a dit, on est sur une session qui est très technique. On va avoir beaucoup de code snippets à revoir ensemble, tout étant C#. Maintenant, pas de panique. Vous n'êtes pas en .NET, vous n'êtes pas en C#, c'est pas grave. On reste sur un langage qui est simple à comprendre. On va pas utiliser des features très avancées du langage. Ça devrait aller. Je vais tout vous expliquer. Ok. Et je vais surtout commencer par répondre à une question que vous vous posez tous. C'est qui Guillaume? donc, je m'appelle Guillaume, je suis développeur advocate chez Vonage et j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le software engineering. Et là, vous pouvez voir en fait les différentes façons, les différents endroits où vous pouvez me trouver. Donc, il y a mon compte GitHub, si vous voulez regarder un petit peu ce que je fais. D'ailleurs, là, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a un repo dédié et la codebase pour laquelle je m'inspire, c'est aussi une codebase open source. Tout est dispo. Allez-y, il n'y a rien à cacher. Il y a également mon compte LinkedIn, donc si vous voulez me suivre, si vous voulez discuter, je suis toujours disponible. Et il y a un deuxième compte GitHub qui est une organisation qu'on a créée avec un certain Johan Thirion pour partager nos connaissances et expériences sur le craft. Et on a une knowledge base qui est open source, on a un workshop sur TDD qui est open source. Je pense que vous avez compris. Donc allez-y. Et pour terminer, je suis un des organisateurs du Meetup Craft Luxembourg. À noter qu'on est toujours en configuration online, donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. En plus, cette année, on expérimente des nouveaux formats. Donc voilà, si vous voulez venir, allez-y. Donc, si on est dans le vif du sujet, les exceptions. Pourquoi je veux parler des exceptions aujourd'hui? Alors déjà, petite question pour vous. Je pense que Cédric va mettre un petit sondage dans le chat. Donc, si vous avez déjà utilisé ou si vous avez déjà rencontré des exceptions auparavant, dites-le moi, ça m'intéresse. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez apprécié ou pas. Parce qu'en fait, c'est là tout l'enjeu de ce talk. Alors, les exceptions, je vais juste revoir la base très très rapidement. Problème de... Ça va. Alors, on a une dizaine de personnes qui ont déjà géré des exceptions. Et sur est-ce qu'on a apprécié gérer les exceptions, là, on est sur du 50-50. C'est marrant parce que c'est les stats que j'ai en général. Ben voilà. Je l'avais dit, c'est 50%. Eh ben voilà. Bon, n'échappe pas à la règle. Les 50% qui êtes là, qui n'ont pas aimé, vous êtes au bon endroit. Les autres, vous allez voir. Donc là, en fait, ce qu'on a à l'écran, c'est simplement quelque chose que je tirais de learn.microsoft.com, anciennement MSDN. Et c'est simplement la définition qu'eux nous donnent. Donc, une exception, c'est un moyen de traiter une situation qui est soit inattendue, soit exceptionnelle. Et ils nous donnent un exemple avec une division par zéro. Donc, on a une méthode qui s'appelle save division, qui relance une divide by zero exception, si jamais on essaye de diviser par zéro. Et cette exception-là, elle est récupérée un peu plus tard, et elle permet d'avoir un comportement secondaire si jamais on a eu cette exception. Et j'ai déjà quelque chose à dire sur ce slide. C'est-à-dire qu'on nous explique que c'est pour des situations qui sont inattendues. Je suppose qu'il y a des développeurs, dans les gens qui nous regardent, et j'ose espérer qu'il y a quelques développeurs qui appliquent le test-driven development. J'ai une question pour vous. On est bien d'accord que si jamais vous vouliez faire du test drive sur ce code-là et que vous vouliez écrire la méthode save division, vous auriez un test qui vérifierait que si j'appelle save division de 10 par 0, j'aurai une exception avec un assert. On est bien d'accord. Donc c'est pas inattendu. On est bien d'accord. En fait, ici, c'est tout simple, mais c'est une word clause. Et du fait que vous lanciez un throw new directement, il a été mis là manuellement. Il ne peut pas être inattendu. Il ne peut pas être une surprise. Donc là, ça me pose déjà un petit problème. Et en plus de ça, on parle de situation exceptionnelle. Faire une division par 0, il y a fort à parier que le 0, il vient de quelque part. C'est un user input ou c'est quelque chose qui vient d'un calcul. Et en soi, c'est quelque chose qui doit être prévu. C'est pas exceptionnel. Donc moi, j'ai vraiment un problème avec l'exemple qu'il nous donne. Je suis OK avec la définition, mais le snippet, je suis un peu mitigé. Donc bon, passons. Pourquoi est-ce qu'on les utilise? On voit actuellement dans la majorité des codebases, vous allez avoir des exceptions à foison.
Alors c'est bien, elles sont faciles à utiliser. C'est un moyen simple de court-circuiter un process. On va pouvoir... elles amènent pas mal d'informations. Elles ont déjà un type, par exemple, qui va dire énormément de choses. Par exemple, si je vous dis null reference exception ou file not found exception, vous savez d'où ça vient, vous savez probablement ce qui se passe. Et ça, c'est top. Et en plus de ça, elles ont toutes des propriétés pour amener des informations, en sachant qu'on a les propriétés de la base exception class et qu'on va avoir ensuite des propriétés custom qui vont être spécifiques à chacune des exceptions custom. Donc on a plein d'informations à en tirer. Et en plus de ça, vous pouvez les customiser et faire les vôtres. Donc, les exceptions, c'est top, pas de raison de ne pas en mettre, et on devrait en utiliser tout le temps. Évidemment que non. Il faut savoir que malgré tous leurs avantages, elles ont aussi pas mal de désavantages, et quand je demande en général quel est le plus gros désavantage d'une exception, on va toujours me citer les performances. Et c'est faux. Sauf si vous êtes sur de l'IoT ou sur un algo qui est extrêmement performant, vous n'allez pas sentir la différence. Évidemment, le fait de lancer une exception, de récupérer la stack trace et de de gérer ça dans le trackage block, ça a un coût, mais ce coût, il est minime maintenant. On n'est plus 30 ans en arrière. Et en fait, ce coût-là ne devrait pas être la source de votre décision pour est-ce que j'utilise une exception ou pas. Et selon moi, et là il y a un petit point de vue personnel, il y a d'autres problèmes qui sont bien plus importants. Notamment la transparence, ou du moins le manque de transparence. Si vous regardez les snippets qu'on a à l'écran, on a une interface qui s'appelle iCanDivide, qui expose une méthode divide qui prend 2 decimals et qui retourne un décimal. Première implémentation qu'on a en dessous, on pourrait très bien dire que si jamais j'essaie de diviser par 0, je retourne 0. Règle business qui sort de quelque part, on a besoin de faire comme ça, on fait comme ça. Pourquoi pas? Deuxième scénario, même principe, je divise par 0, mais là je retourne un magic number. Pourquoi pas? Encore une fois, on peut avoir des règles business qui sont un peu bizarres, mais why not? Ou alors on peut lancer des exceptions, et on peut lancer une divide by 0, on peut lancer une my custom exception ou une exception. Le truc, c'est que ces 4 implémentations que vous voyez à l'écran, elles ont un truc en commun, c'est qu'elles sont tous valides. Elles respectent toutes, le contrat de l'interface iCanDivide. Le truc, c'est que maintenant, si vous voyez une instance de iCanDivide quelque part dans le code, et que vous faites divide 10, 0, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a une réponse, et c'est une réponse absolue. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir, parce que vous n'avez pas une vue sur l'implémentation, et le fait de lancer une exception n'est pas visible dans la signature de la méthode. Et ça, c'est un petit problème. Et j'ai une histoire drôle, sur le sujet, parce que il y a maintenant 1 an et demi, quand j'ai rejoint Vonage, j'ai évidemment dû passer un entretien technique, comme tout le monde. Et pour l'entretien technique, je devais utiliser le SDK de Vonage et je devais utiliser les API de Vonage. Et à un moment donné, je dois créer une application. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? On s'en fout. Mais le SDK me propose cette méthode-là, create application avec une typo, s'il vous plaît, qui prend une request en paramètre et qui retourne une application asynchrone. Le truc, c'est que derrière cette méthode-là, je sais que c'est un call HTTP vers une API. Donc par design, il peut échouer, et même il va échouer. Donc quand ça va péter, qu'est-ce que je dois attendre? Est-ce que je vais me récupérer une application qui va être nulle? Est-ce que je vais avoir une application par défaut? Est-ce que je vais avoir une exception? De mon point de vue, c'est important parce que dans mon application qui est responsable de gérer ça, je veux gérer ça proprement et répondre correctement en fonction des différents scénarios. Je me sens en veine, je suis quelqu'un d'optimiste. Le SDK, il est public, open source sur GitHub, j'ai accès au code. Ah, roule, hein, on y va. Et quelle erreur. Quelle erreur, tout simplement parce que je regarde un petit peu le chemin nécessaire pour réaliser ça, et je vois quoi? Des try-catch qui lancent des exceptions, des switch cases où chaque case lance des exceptions de type différent, et des méthodes tellement longues qu'elles nécessiteraient que je stack 2 écrans l'un sur l'autre pour voir le code en entier. Donc là, vous avez la recette parfaite, vous avez le spaghetti code, vous avez les meatballs, le parmesan, c'est la totale. Et en fait, c'est un enfer. C'est impossible de s'y retrouver. C'est trop compliqué. Et à ce moment-là, je décide simplement de changer d'approche. Alors, je vais tenter une brute force.
Ce que je fais de mon côté, c'est que j'essaye de fournir les scénarios qui me semblent possibles, voir comment l'API répond et me dire simplement, bah voilà, je vais gérer ces cas-là. Donc je tente de passer un nul, je tente de passer des credentials qui sont invalides, je tente de passer une requête qui est invalide, pardon. Je tente d'appeler l'API avec une mauvaise URL et je tente même de le faire avec mon Wi-Fi coupé. Et en fait, je me rends compte que pour chacun des scénarios, il y a bien une exception qui est lancée, mais qu'à chaque fois, c'est une exception qui est différente. J'ai des exceptions du framework, comme une null reference, mais j'ai aussi une Vonage exception et j'ai aussi une Vonage HTTP exception, des classes dont j'avais même pas idée avant. Donc, c'est très compliqué à faire, et là où je veux en venir, c'est que ça devrait pas être si difficile. Je rappelle juste que tout ce que je veux savoir, c'est quoi attendre de cette méthode createApplication. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est le feedback que j'ai donné lorsque j'ai rendu mon projet pour la technical interview, et notamment, ce qui est encadré en rose, le fait que la signature elle est en train de nous mentir, parce qu'elle ne nous dit pas tout ce qu'on doit savoir en tant qu'utilisateur. Et pour moi, ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que ça me crée de la friction, ça me crée de la perte de temps, et en plus de ça, ce problème-là, c'est un initiateur pour d'autres problèmes qui arrivent ensuite. Notamment le fait qu'une exception soit quelque chose de très intrusif. C'est-à-dire que vous, quand vous lancez une exception, c'est facile. Vous lancez, c'est une exception, c'est une bouteille à la mer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous déchargez la responsabilité de traiter ça à la personne qui va utiliser votre code. Et ça, c'est pas cool. Pourquoi? Parce que la personne qui va utiliser votre code, elle va prendre votre méthode, elle va faire save division. Et le truc, c'est que quand ça va foirer, qu'est-ce qui va se passer? C'est le système entier qui va cracher. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que pour se protéger de ça, la personne, elle va être obligée de mettre un try-catch block qui prend beaucoup de place. Et si on doit faire ça à chaque fois, on va en avoir beaucoup, ou alors on va trouver un anti-pattern avec des try-catch qui sont gigantesques et qui, en fait, contredisent l'intérêt principal d'un try-catch. Et on va aussi retrouver des phénomènes comme du développement défensif à base de try-catch dans tous les sens, parce que juste si ça pète, je veux être protégé. C'est pas génial. Je voudrais aussi parler rapidement du flow control. Ce que vous avez à l'écran, c'est un dependency graph que j'ai pris de façon aléatoire sur Google. On va partir du principe déjà qu'il est simple parce que c'est pas le cas. Ok. Et ce qui peut se passer, c'est simplement au haut de votre stack, vous chopez une exception. Et ma question pour vous, c'est d'où est-ce qu'elle vient? Où est-ce qu'elle a été générée? Encore une fois, vous pouvez pas réellement savoir. Alors, je vous vois déjà venir. Oui, dans l'exception, on a la stack trace, on sait exactement quelle ligne, quel problème, etc. Et c'est vrai. Le problème, c'est que la stack trace, elle va pas vous être très utile au runtime. Et en plus de ça, dans la majorité des cas, elle va finir au pire dans un log file que personne n'ira regarder, ou dans le meilleur des cas, si vous êtes bien loti, dans une observability platform. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de savoir où est-ce qu'elle a été lancée, c'est pas vraiment le problème. Là, j'essaie d'être un peu pointilleux, mais ma vraie question à ce moment-là, c'est quel est l'état du système? Est-ce que l'exception, elle a déjà été traitée, elle a déjà été catchée, et le système a été remis dans un état stable à l'endroit où elle a été lancée, et elle a juste été ensuite remontée? Dans le cas-là, c'est déjà pas mal. Ou alors, est-ce qu'elle a été totalement imprévue, qu'elle pointe le bout de son nez? Et le problème, c'est qu'en étant tout en haut de la stack, on n'a plus contrôle sur ce qui est en bas de la stack pour justement remédier au problème. Donc il y a le flow control, c'est vraiment à éviter, et ça notamment, pour ceux qui ont un petit peu de bouteille et quelques cheveux gris, ça va vous rappeler les go-to. Je suis désolé, hein, mais une exception, c'est simplement un go-to un peu sophistiqué. Dans la mesure où, en effet, l'exception, elle va que dans une seule direction, et elle peut emmener des informations, mais en soi, elle a les mêmes problèmes. Et surtout, j'ai jamais vu une exception résoudre un problème. Donc, voilà, un petit peu mitigé sur le sujet. J'aimerais juste terminer sur un point, et là, je vous challenge. Regardez dans votre code base. La plupart du temps, c'est juste une word clause qui va lancer l'exception. C'est-à-dire que si vous faites un contrôle maj F et que vous cherchez throw new, je suis prêt à parier que dans 99% des cas, vous aurez un if statement juste avant. Alors oui, il nous faut un mécanisme de décision pour savoir si on lance une exception ou pas, normal. Le truc, c'est que si on est en mesure de le prévoir avec un if statement, est-ce qu'on a vraiment besoin de lancer une exception pour traiter un cas d'erreur ou un cas qui est pas conforme à ce qu'on attend? Personnellement, je trouve que c'est un peu overkill. C'est un petit peu comme si j'allais à un distributeur de billets pour retirer de l'argent, je mets ma carte, je tape mon code, je fais une erreur, parce que ça arrive. Exception, le distributeur de billets, il est dead.
C'est un peu fort. Donc, voilà. Je pense que vous avez compris que dans mon cas, je suis pas un gros fan et je pense personnellement que les problèmes sont plus importants que les bénéfices. Maintenant, c'est bien beau de dire ça et de bâcher les exceptions pendant 15 minutes. Si je m'arrêtais là, la présentation n'aurait pas beaucoup de sens, elle serait pas très intéressante et ça serait pas fun. Donc évidemment, j'ai une alternative et je pense que vous avez compris un des éléments sur lequel je veux le plus insister, c'est notamment le fait d'avoir quelque chose de transparent et prévisible. Et donc, j'ai bien quelque chose pour vous. Accrochez-vous, on va parler de monade. Alors, c'est normalement à ce moment précis que je perds la moitié de l'audience. C'est principalement la faute au fait qu'on touche à quelque chose du paradigme fonctionnel et qu'il y a un besoin fondamental dans le paradigme fonctionnel de complexifier les choses. En soi, un monade, c'est juste une data structure. On va voir ensemble. Et en fait, c'était Douglas Crockford qui disait en gros que les monades étaient une malédiction parce que dès qu'on est capable de comprendre ce qu'est un monade, on perd instantanément la capacité de l'expliquer. Je vais faire de mon mieux. Je vous garantis rien. Néanmoins, je suis assez d'accord sur le côté malédiction parce qu'en fait, à chaque fois que vous voyez un monade, dès que vous savez ce que c'est, vous allez en voir partout. Et la raison, c'est parce qu'ils sont partout et je dis pas ça parce que je suis parano. Vous allez voir. Donc, afin de vous expliquer facilement ce que c'est, je pense que vous avez de la chance parce que j'ai trouvé une définition sur le net qui est peut-être la meilleure que j'ai vue, la plus simple à comprendre. La voilà. Évidemment, c'était du sarcasme et en fait, ça illustre bien tout le problème. C'est-à-dire que là, je pense que vous me regardez un petit peu comme ça. On va pas aller taper dans la théorie. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une approche pragmatique. Et essayer de vous expliquer ça avec des choses simples, avec des mots simples. Et on va commencer par parler d'abord de foncteurs. Eh oui. Avant de parler de monade, il faut juste qu'on parle de foncteurs. Alors, si jamais il y a des développeurs hardcore fonctionnels dans l'audience, me jetez pas de tomates. Je vais faire de la vulgarisation. Je vais simplifier à mort, d'accord, pour faire comprendre facilement. Donc, avant de parler de monade, on va parler de foncteurs. Un foncteur, c'est quoi ? C'est relativement simple. Imaginez que vous avez une boîte dans laquelle vous mettez une valeur. Et en fait, vous pouvez mapper une fonction à cette boîte-là, ce qui va appliquer la fonction à la valeur qui est à l'intérieur de la boîte. Simplifié. Imaginez un monade, c'est un foncteur avec des fonctionnalités en plus. On s'arrête là. Donc maintenant, pour vous illustrer ça, on va se baser sur un exemple très simple de mécanique quantique. Calmez-vous, ça va bien se passer. J'ai dit qu'on allait faire des choses simples. Et on va pas parler de maths, on va pas parler de science. Je suis pas un génie, je suis un développeur comme vous, et je suis pas plus malin que la moyenne. D'accord ? En plus de ça, l'exemple dont on va parler, vous le connaissez tous, c'est le chat de Schrödinger. Vous en avez forcément déjà entendu parler dans la pop culture, ou vous avez déjà vu quelqu'un avec un t-shirt Schrödinger's cat, oui, le chat il est mort et vivant en même temps. C'est pas ça. C'est ça, mais c'est pas ça. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc Erwin Schrödinger, physicien, prix Nobel, plus malin que moi, nous explique que il a une boîte et il a un chat. Et le truc, c'est que la boîte, c'est pas le colis Amazon que vous recevez normalement. C'est une boîte un peu spéciale parce que dedans, il y a plusieurs choses. Notamment, on a un élément radioactif et on a un mécanisme qui peut relâcher du poison à n'importe quel moment sans que vous en soyez conscient. Et ce que monsieur le prix Nobel va nous expliquer, c'est que si on met le chat dans la boîte et qu'on ferme la boîte, le seul moyen de savoir si le chat est vivant ou mort, c'est d'ouvrir la boîte à nouveau et de regarder l'état du chat. C'est fort. Je me dis, là, j'aurais pu être prix Nobel. Je blague. En fait, ce que le cher Erwin veut nous montrer, il veut illustrer le principe de superposition quantique. En fait, en mécanique quantique, vous devez supposer ou considérer qu'un événement peut exister dans une infinité d'états possibles. Et vous êtes uniquement en mesure d'avoir une information réelle lorsque vous êtes vraiment en mesure d'observer quelque chose. Dans notre cas, on n'a pas une infinité, on a 2 scénarios. Le chat, il est vivant ou il est mort. On va éviter il est mourant, il est pas bien, il est malade, il est vivant ou mort. On a 2 états. Et le seul moyen de savoir si le chat est vivant ou mort, c'est
d'observer l'état du chat. Et tant qu'on n'a pas observé le chat, on est obligé de considérer les deux possibilités. Pour faire quelque chose de parlant, ça tombe bien, je l'ai codé cette boîte. Là, voilà. Alors, c'est du C#, ok, ça reste simple. On va y aller ensemble. Tout en bas, vous voyez une méthode qui s'appelle withAliveCat. C'est une factory method. Okay, elle prend cat en paramètre. Cat est une struct. Très bien. Vous voyez en haut qu'on a un field qui garde la valeur de cat. Alors, du coup, petit détail, une struct en .NET, c'est un type valeur, donc il n'est pas nullable par défaut. De ce fait, on comprend une chose. Quand on a withAliveCat avec une instance de chat, on a forcément un chat qui est vivant, alors que dans la boîte, on a un chat qui est nullable, donc on comprend que nul, mort, instance, vivant. Super. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette boîte? Notez aussi une chose, la factory method, on est obligé de l'utiliser pour créer notre boîte parce que les constructeurs sont privés. Petit détail. Donc on peut faire trois choses. D'abord, on peut secouer la boîte. Évidemment, mettez-vous à la place du chat, il n'est pas très content. Le chat, il miaule. Voilà. Il y a un petit détail. Si vous regardez this.cat, on a un point d'interrogation. Le point d'interrogation à cet endroit précis, c'est un null propagation operator. Ça veut simplement dire que si chat est une instance, on va appeler la méthode miaou sur le chat. Si jamais le chat est nul, on fait rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Autre information, quand on appelle miaou, ça log miaou dans la console. Je sais, c'est un exemple très élaboré, j'ai été extrêmement créatif. C'est pas le sujet. Donc voilà pour shake, et on retourne la boîte avec le chat dedans. Après, on a la possibilité de faire shake too hard. On y va un petit peu comme un sagouin. On secoue, le chat n'aime pas, il miaule, et vous avez été tellement fort que vous avez relâché le poison, le chat est mort et on retourne une boîte vide. C'est un sujet extrêmement fun, néanmoins, c'est là. Voilà. Donc, shake too hard, vous tuez le chat, shake, le chat n'est pas content. Et enfin, on a OpenBox. Vous avez certainement remarqué qu'on n'a pas de propriété, on n'a pas de moyen d'observer l'état du chat, si ce n'est d'appeler OpenBox. Et là, on récupère notre chat qui est nullable. Voilà. Voilà les trois features qu'on a sur notre chat. À quoi ça ressemble Et tout à fait, Christophe, ne tuez pas de chat. Ne me mettez pas un procès, ne m'envoyez pas la péta ou ce genre de choses, d'accord? C'est du fake, tout ça. Donc, comment ça se passe si jamais on veut utiliser cette boîte? Parce que c'est quand même là l'intérêt. Premier exemple, j'ai un scénario où j'ai ma boîte avec un chat à l'intérieur et je fais shake, shake, shake. Résultat, dans la console, on voit miaou, miaou, miaou. Jusque-là, tout va bien. Deuxième scénario, on fait shake, shake too hard et shake, encore une fois. Et là, on voit miaou, miaou. Et troisième ligne, on n'a rien du tout. Parce que quand on a fait shake too hard, on a tué le chat. Et troisième shake, un chat mort ne miaule pas. Voilà, prouvez-moi le contraire. Prove me wrong. Et les deux derniers tests sont simplement pour vous montrer qu'on a un chat vivant égale une instance et un chat nul égale mort. C'est très bien. Maintenant, cet exemple-là, il ne va pas nous emmener très loin. Je ne pense pas que vous pouvez l'utiliser dans une de vos applications. Si jamais vous voulez le faire, tenez-moi au courant, je veux savoir comment le client réagit. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter à la poubelle. Par exemple, là, notre boîte, elle contient un chat, mais en soi, ça pourrait être une boîte qui contient n'importe quoi. Parce qu'en C#, on a quelque chose qu'on appelle les generics. Donc, je pourrais avoir une box of tea, par exemple. Donc, on avait actuellement nul qui veut dire mort, vivant, instance qui veut dire vivant. Ça va pas aller très loin si maintenant je remplace mon chat par un integer ou un deadtime ou autre chose. Donc, on doit trouver des états qui sont un peu plus parlants. On va les remplacer par none ou some. J'ai une valeur ou j'ai pas de valeur. OK? Qu'est-ce que ça change sur notre boîte, pardon. Il n'y a pas grand-chose. On a toujours nos factory method, none pour créer une boîte vide, some pour créer une boîte avec une valeur à l'intérieur. Par contre, on va plus secouer la boîte, parce que ça ne fait plus aucun sens, en admettant que l'exemple d'avant faisait sens. Par contre, j'ai introduit une méthode qui s'appelle map, et qui prend une fonction en paramètre. Ouh, ça devient inquiétant. Mais en fait, pas tant que ça, parce que la méthode map, elle a exactement le même fonctionnement que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que je passe ma fonction à map. Si j'ai une valeur, je prends ma valeur, j'applique la fonction dessus, et je retourne le résultat dans une nouvelle boîte. Et si j'ai rien dans la boîte, il n'y a rien qui se passe. J'aurais pu être prix Nobel.
Donc, exemple, j'ai une boîte qui contient un entier, je mets 3 à l'intérieur. Et dans map, j'appelle value lambda value plus 1. Cette écriture barbare, c'est une lambda expression, c'est une fonction. Value, c'est le paramètre qui rentre dans notre fonction, c'est la valeur qui rentre dans notre fonction. Ce qu'on a après le lambda, c'est ce qu'on retourne. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une méthode pour incrémenter. Donc au final, j'ai mon 3, j'appelle map value lambda value plus 1, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la boîte, j'ai une valeur, j'ai 3, j'applique la méthode à 3, 3 devient 4, je mets 4 dans une nouvelle boîte et je retourne la boîte. Donc 3 devient 4, 4 devient 5, 5 devient 6, et je devrais avoir 6. Ça va, good job. Qu'est-ce qui se passe si on... Oups, mauvais bouton. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si on n'a rien dans la boîte? Ben, j'ai rien, je peux faire autant d'incréments que je veux, j'ai rien qui rentre, j'ai rien qui sort. Voilà, c'est assez simple. Il y a certainement un détail qui doit vous frapper actuellement, c'était déjà le cas avant, mais le chemin, la structure du code, elle est exactement la même entre les deux scénarios, que j'ai quelque chose dans la boîte ou que je n'ai pas quelque chose dans la boîte. Il y a juste l'entrée qui change et donc le résultat qui change. Mais le cœur est le même. C'est pas une coïncidence. Il faut savoir qu'ici, le branching, il n'a pas réellement disparu. Le branching, il a bougé dans la boîte. Si on voulait faire sans la boîte, ça ressemblerait à ça. Donc il faut imaginer qu'on avait avant une indentation qui était horizontale et maintenant on passe plutôt sur une indentation qui est verticale. Alors si j'avais un roulement de tambour, je le ferais maintenant, mais bravo, on a implémenté un foncteur. Souvenez-vous, on a une boîte avec une valeur dedans et on peut appeler map pour appliquer une fonction sur ce qui est à l'intérieur dans la boîte, sans jamais manipuler la valeur directement. Voilà. Maintenant, le foncteur, c'est vraiment très bien. On commence à avoir une boîte qui ressemble à quelque chose, qui a des features, c'est cool. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous a un petit peu frappé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais map ne peut pas changer l'état de la boîte. Si j'ai une valeur, j'aurai toujours une valeur en sortie. Si j'ai rien, j'aurai toujours rien en sortie. Pour la simple et bonne raison que la fonction qu'on passe, elle retourne une valeur et on wrap systématiquement cette valeur dans une nouvelle boîte. C'est là où on va voir quelque chose d'intéressant qui va arriver, c'est le bind. Les deux méthodes, les map et bind, sont vraiment très similaires à, si ce n'est un léger détail, c'est le type de retour de la fonction qu'on passe en paramètre. Map retourne un résultat, bind retourne une boîte. Et c'est là qu'on va pouvoir justement changer l'état de notre boîte avec bind. Autre exemple, on va diviser par 2. Donc là, j'ai par exemple une nouvelle méthode qui est half, qui va diviser par 2 un entier si c'est possible, et si le résultat n'est pas un entier, elle va retourner none. D'accord? Donc si j'ai 8 et que je fais half, 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 donc 8 divisé par 2 égale 4, divisé par 2 égale 2, divisé par 2 égale 1, donc je reste à l'état somme. Par contre, si je veux faire la même chose avec 4, j'ai 4, 2, 1, et quand je veux diviser 1 par 2, je peux pas, je passe de l'état somme à l'état none. Et là, ça devient cool. Déjà parce qu'on a créé un monade, bravo, c'est super, mais parce qu'en plus, maintenant, c'est vraiment utilisable. Et ce que vous venez de voir juste dans le slide précédent, le fait d'avoir half-half avec l'état qui change, bah, c'est pas une coïncidence, ça a même un nom. Ça s'appelle le Railway Oriented Programming. C'est une façon de gérer les cas d'erreur dans un cadre fonctionnel. Je m'explique. Imaginez que vous avez différents rails de train ou différentes voies, on va appeler ça comme on veut. Une qui va être un état positif, l'autre qui va être un état négatif. D'accord? Et en fait, toutes vos opérations, elles vont être sur le rail positif. Ce qu'on a à l'écran actuellement, c'est on a 3 étapes: validation, DB update, envoi d'un email. Et en fait, ce que ça représente ici, c'est une précédence. C'est-à-dire que si je veux envoyer mon email, il faut que mon update DB soit un succès. Et si je veux que mon update DB soit réalisé, il faut que ma validation soit un succès. Et le truc, c'est que chacune de ces opérations va représenter un embranchement qui peut en fait passer votre état en négatif. Et dès que c'est négatif, on n'exécute plus rien. C'est ce qu'on a fait avec half. Regardez. On a 2, on passe dans half, 2 devient 1. J'ai 1, je passe dans half et j'arrive sur la voie rouge. Et quand j'arrive sur le troisième half, rien ne se passe parce que je suis déjà sur le chemin négatif et on va amener cette erreur jusqu'à la fin.
Donc, ça peut paraître un petit peu différent, mais il faut comprendre que ça, c'est quelque chose que vous faites actuellement. Enfin, non, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Que, en général, on fait déjà avec du if-else. Si mon premier alf retourne une valeur, je lance le deuxième. Si le deuxième retourne une valeur, je lance le troisième, etc. Donc, ce que je disais, avant d'avoir quelque chose, à la place d'avoir quelque chose d'horizontal, on va plutôt avoir quelque chose de vertical. Maintenant, là, je vais pinailler un petit peu. Je vois encore quelques petits problèmes sur notre boîte, notamment le fait qu'on a du nul encore un peu partout. De notre côté, sur la boîte qu'on a fait là, quand on est dans l'état négatif, on récupère nul. Nul, c'est l'erreur à 1 milliard de dollars, donc on aimerait bien s'en émanciper. Pour ma part, première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on représente une absence de valeur si on ne peut pas utiliser nul? C'est assez simple. On peut pas. On peut pas. Donc, au lieu de représenter une absence de valeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander une valeur secondaire, une valeur par défaut ou voilà, un autre comportement à récupérer. C'est là qu'on va utiliser match. Cette méthode-là, elle prend 2 fonctions en paramètres. Ça devient intéressant. En fait, il ne faut pas paniquer, c'est juste qu'on va avoir 2 fonctions, une pour chaque état. Une va être exécutée si on est dans l'état somme, l'autre va être exécutée si on est dans l'état none. Exemple, je reprends ma boîte, donc j'ai 3 à l'intérieur, et je fais 3 fois increment, j'arrive à 6, et après j'appelle half, j'arrive à 3. Lorsque je vais appeler match, donc je vais lui fournir 2 possibilités. Premièrement, méthode qui va être exécutée si jamais on a une valeur. Dans notre cas, ça va être retourner en chaîne de caractères the value is sum with the value, ou de retourner en fait une méthode par défaut pour retourner une chaîne de caractères indiquant un problème. Et comme vous le voyez à l'écran, en fait, on n'a plus du tout de nul. Et dans le premier cas, c'est la méthode sum qui est exécutée. Dans le deuxième cas, c'est la deuxième. En plus de ça, ça nous permet aussi d'affecter une transformation sur le type. J'avais un entier, en sortie avec match, j'ai une chaîne de caractères. Maintenant, ça c'est très bien, on va encore être un peu pointilleux, mais j'ai une chose qui me dérange, c'est qu'on a beaucoup de méthodes. Notamment des méthodes qui sont un peu dupliquées par moment. Et je pense que ça serait peut-être bien de les extraire. On a des IDE, si vous êtes sur Rider par exemple, vous faites CTRL-RM et vous pouvez extraire ça directement et avoir quelque chose de plus parlant pour donner un petit peu d'intention à votre code. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Simplement, ce que vous faites est plus important que comment vous le faites. Le comment est un détail d'implémentation. Quand quelqu'un lit une méthode pour la première fois, c'est du bruit. On n'a pas besoin de cette information-là. Et en fait, c'est plus facile d'expliquer ce qu'on fait avec une phrase ou avec un mot plutôt qu'avec de la logique. Résultat, ça nous amène sur de l'écriture déclarative. Soudainement, plus de bruit, plus de détails, et on a un code qui raconte une histoire. Là, vous montrez ce code-là à quelqu'un qui est junior, voire quelqu'un qui n'est pas développeur, sous réserve que map et match ou bind soient un petit peu compris, la personne est en mesure de savoir ce qui se passe sans savoir comment on incrémente, comment on divise, comment on formate les messages, etc. Et ça, en termes de lecture de code, compréhension de code, c'est top. Donc, si je dois juste clôturer sur ce qu'est un monade, en essayant de oublier l'affreuse définition qu'on avait avant, c'est simplement une data structure qui wrap une valeur, qui peut avoir plusieurs états, et à laquelle on peut mapper des fonctions qui vont modifier la valeur à l'intérieur. Je simplifie à mort encore une fois, mais en gros, c'est ça. Ok ? Alors, nous, on a créé ça from scratch avec une boîte, c'est très bien, vous n'avez pas besoin de faire ça. Il y a des librairies qui vous offrent des capacités, des features de ce genre, la plus connue étant LanguageX, de loin ma favorite. Par contre, attention, elle vient avec un gros bagage. Ça peut être intimidant au départ, soyez juste conscient de ça. Et je vous ai mis sur la droite ici différents monades qu'on retrouve dans les différentes librairies, et vous remarquez en fait que c'est toujours une opposition d'état. Nous, ce qu'on a implémenté, c'était un option, une valeur optionnelle. Donc on a some ou none, mais vous pouvez avoir un try, un result, un either. Et le one-off, on va le laisser de côté. Peut-être qu'on en parlera, peut-être pas. C'est pas le plus important. Alors, vous vous souvenez du premier exemple qu'on avait par Microsoft, la division? On va essayer avec un monade. D'accord? On va prendre le try, parce que le try, il représente soit un succès, soit une exception. C'est quand même pas mal par rapport à notre scénario. Remarquez tout de suite une chose, c'est la signature. Je parlais tout à l'heure de transparence.
Divide ici retourne un try of decimal. Donc, quand je vois ça, je sais d'office que ça peut échouer. J'ai tout de suite l'information. En termes d'utilisation, c'est un petit peu le même principe que ce qu'on avait tout à l'heure. C'est un petit peu différent parce que là, j'utilise des extensions et ce genre de choses, mais en gros, le résultat doit être soit une failure, soit un succès, et après, je peux évaluer soit l'exception, soit la valeur. C'est pas mal, mais ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'on a toujours des exceptions qui traînent, et en fait, spoiler, dans le try, il y a un try-catch. Et je suis pas fan. On a d'autres options. Par exemple, either. Le either, c'est un monade qui va représenter soit un type, soit l'autre. On n'a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de règle, on a un contrôle total sur les deux types. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un type erreur, et mon divide va retourner soit une erreur, soit la valeur. Et ce qui se passe, c'est que quand je veux diviser par 0, je retourne une erreur en expliquant ce qui se passe, ou alors je retourne la valeur. Et là, je trouve qu'on est quand même pas mal. Si on regarde au niveau du test, c'est le même principe que pour le try, soit on est sur un left, soit sur un right. Là, la frontière entre success et failure, elle est un petit peu plus floue parce que comme on a contrôle total, on est obligé d'identifier ça avec le gauche ou le droit. En général, la bonne pratique, c'est de mettre le cas erreur en left. Donc voilà. Maintenant, regardez ce que ça donne si je compare les deux morceaux de code qu'on avait, celui de Microsoft et celui quand on utilise le monad. Le fait de traiter notre division et de l'afficher dans la console, on passe de 9 lignes de code à 2. On est sur un cas extrêmement simple d'une division. Imaginez ça à l'échelle d'une codebase entière avec des cas plus complexes. C'est du code de moins à maintenir. C'est quand même vachement bien. Donc, les monades, c'est juste super. Premièrement, parce qu'on a la transparence, et en fait, on va même plus loin que ça, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la referential transparency. Ça veut simplement dire que vous êtes toujours, 100% du temps, capable de remplacer une expression par son résultat. C'était pas le cas avec le divide de base, parce qu'on pouvait avoir une exception, alors qu'avec notre divide, ça sera toujours le cas. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose qui vous parle beaucoup, mais le fait d'avoir de la transparence, ça va beaucoup vous aider justement pour la prévisibilité, le code qui se lit bien, etc., etc. On a moins de branching grâce au Railway Oriented Programming. On a également de l'écriture déclarative. Alors oui, je sais, c'est pas juste pour les monades. Néanmoins, comme on se base beaucoup sur des fonctions, bah ça va juste bien ensemble, quoi. Donc, autant en tirer parti. Et le dernier point que je veux relever, il va peut-être amener quelques controverses, mais moi, ça me plaît bien, c'est qu'on est forcé de traiter toutes les issues possibles. Ça veut notamment dire qu'on ne peut pas avoir l'équivalent d'un try-catch vide. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, c'est important de traiter ce scénario-là. C'est mon point perso. Maintenant, tout ça, c'est des choses que les monades amènent, mais c'est pas pour ça que vous voulez utiliser un monade. Il faut regarder au niveau des side effects positifs. Et notamment, le fait de rendre du code qui est plus lisible, plus facile à comprendre, plus maintenable, avec moins de charge cognitive, et du code qui est plus petit. Mais en fait, on tend vers du clean code. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut tous faire ? Pour terminer sur la partie monade, voici la dernière itération de notre boîte. D'accord ? À droite, vous avez l'équivalent en F#. Regardez à quel point le code est proche, similaire. Il y a quelques variantes, mais en gros, c'est quasiment le même. Et en fait, ce que je trouve juste génial, c'est que vous êtes à ça de passer sur un autre langage, d'un autre paradigme, tout en gardant les avantages du framework.NET. Je trouve que ça, c'est extra, et on n'aura jamais un scénario aussi simple que celui-là avec d'autres langages. Donc en fait, ça va même vous encourager à tester d'autres choses. Moi, je trouve ça génial. Maintenant, je vais vous montrer que les monades, c'est pas juste quelque chose qu'on peut appliquer dans un kata ou dans une petite fonction de division ou ce genre de choses. D'accord ? Je vais vous montrer comment moi je les utilise. Donc ça va être la partie un peu plus intensive en termes de code où on va peut-être pas avoir chaque ligne en détail, mais vous allez voir que c'est pas juste pour un truc tout simple. D'accord ? Et pour ça, je dois juste vous expliquer rapidement ce qu'on fait chez Vonage. On fournit des API de communication. Donc, pour envoyer des SMS, créer des calls vidéo, faire de la two-factor authentication, créer des meetings, faire des calls avec de la voix ou envoyer de la voix en message. On a tellement des... Voilà, je les connais même pas toutes. Et étant donné qu'on a des API, ça veut simplement dire que vous pouvez, en tant que développeur, utiliser Postman, faire du curl ou implémenter un HTTP client manuellement et le faire vous-même. Le truc, c'est que ça, c'est chiant. Il y a plein de boilerplates, personne n'aime le faire. C'est pas intéressant. C'est pour ça qu'au milieu, nous, ce qu'on met, c'est des SDK.
Donc il y en a en .NET, il y en a en Java, il y en a en Python, en PHP, en Node, blablabla, blablabla. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont open source. Donc comme je le disais tout à l'heure, si vous ne me croyez pas, ben allez regarder. Allez regarder. Tout ce que je vais vous montrer maintenant, ça vient de là, et vous pouvez regarder. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans mon cas, donc je vous rappelle, le truc, c'est de simplifier l'envoi d'une requête HTTP et le traitement de sa raison. D'accord? Alors, premièrement, ma première étape, c'est simplement de récupérer l'input utilisateur et d'en faire quelque chose. Pour ça, je vais passer par un mécanisme qu'on appelle du parsing. Le parsing, c'est transformer de la donnée moins structurée en donnée plus structurée. Ça veut surtout dire, dans mon cas, que je vais pouvoir y intégrer des règles de validation et décider si j'ai une requête qui est bien formée ou si j'ai un échec. Une fois que j'ai ma requête, je peux la transformer en HTTP request et je peux l'envoyer à un client HTTP. Je vais récupérer une HTTP response qui, en fonction de son status code, va être soit un succès, soit un échec. Et une fois que j'ai récupéré le résultat, je vais le désérialiser et retourner au final le résultat au client. J'ai un ami qui s'arrête pas de se moquer de moi en disant que j'ai juste implémenté un parseur un peu sexy. C'est pas gentil. C'est un peu plus complexe que ça. Mais bon. Regardez attentivement. Est-ce que vous voyez les railways? Ou est-ce que c'est moi qui suis parano? Je sais pas. À vous de me dire. Alors, on va voir un petit peu step by step. Donc, quand je disais parse, c'est simplement, comme on l'a vu avec la boîte au départ, utiliser des factory methods avec un builder de mon côté pour m'assurer que les gens vont passer par là pour créer leur request. Ils mettent leurs paramètres, ils appellent create et ils ont un result of verify code request. Là, c'est la requête, par exemple, pour faire une request en two-factor authentication. Result, c'est un monade à moi qui fonctionne comme un either, soit succès, soit failure. Ok. Une fois que j'ai mon result de request, je vais le transformer en HTTP request. Donc pareil, on va appeler bind. Comme ça peut échouer, on a deux rails possibles. Et remarquez, à chaque fois, le result va changer de type. Donc de type. Là, on est sur une request message. Je vais ensuite l'envoyer au client. Ça passe à une HTTP response message. Et là, vous avez certainement remarqué quelque chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule output possible à mon résultat ici. Parce que si vous envoyez une requête sur un HTTP client, vous n'aurez jamais une exception. Vous aurez toujours une réponse, un HTTP response message qui, lui, va contenir si c'est un succès ou un échec. Et on va voir quel est le side effect de ce truc-là, notamment. J'extrais des valeurs dont j'ai besoin, le status code, est-ce que c'est du succès, le contenu de la réponse. Et c'est là où maintenant, je dois vous avouer que j'ai menti. Parce que sur les railways que je vous ai montrés à l'instant, il y avait 2 chemins, alors qu'en fait, j'en ai 4. Oui. Et là, je suis désolé. La raison, c'est en fait, j'ai pas trop le choix. C'est à cause de ce que je viens de dire sur les HTTP response. Je suis obligé, moi, de tricher un petit peu, parce que quand je récupère mon HTTP response, je suis toujours sur le happy path. Mais le truc, c'est que je peux être sur le happy path avec une réponse négative. Donc là, moi, je dois d'abord évaluer est-ce que j'ai une réponse qui est positive ou négative, et dans les 2 cas, je dois désérialiser le résultat, et la désérialisation peut aussi échouer. Donc en fait, je me retrouve avec 4 chemins, un seul qui est positif, un qui est problème de désérialisation, l'autre qui est négatif, et l'autre qui est aussi un problème de désérialisation. Là où on a la partie un petit peu plus complexe. Mais en soi, ça marche. Comment ça se passe? Comment ça se présente si jamais on se met du point de vue de quelqu'un qui va utiliser la fonction-là? C'est tout simple. Il va prendre sa request, il va faire un create, il va se retrouver avec son result, il va bind ça avec la méthode du client et il va récupérer son result, il va faire un match comme on l'a vu tout à l'heure pour avoir qu'est-ce qui se passe si c'est bon, qu'est-ce qui se passe si c'est pas bon. Et c'est à peu près tout. Donc, pas de branching, pas de try-catch. Tout le monde est content, enfin surtout moi. et voilà. Donc maintenant, une question qu'on me pose souvent à ce stade-là, c'est ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je veux quand même utiliser des exceptions? Et c'est là où je dois mettre un peu d'eau dans mon vin, dans la mesure où je me plaignais que les exceptions étaient un peu trop intrusives. Le truc, c'est que moi, je mets des monades, c'est aussi intrusif pour les gens qui vont utiliser le SDK. Et c'est là où je dois trouver une façon de contenter tout le monde, et j'ai implémenté une méthode getOnSafe sur les monades qui vous permet de directement extraire la valeur du monade si vous êtes dans le bon état, et sinon elle va lancer une exception. Donc en soi, ça marche aussi. Et comme c'était le cas pour les exceptions, si vous ne pouvez pas définir ça à l'avance au moment du build, donc il faudra prévoir de gérer les différents scénarios. Mais c'est possible.
Alors, maintenant, est-ce que se priver de toutes les exceptions possibles et imaginables, c'est quelque chose de viable? Il faut prendre un peu de recul et nuancer un peu son propos. Parce que, comme le bon vieux Thanos, les exceptions sont inévitables. Elles font partie de votre framework, et que vous le vouliez ou non, il y en aura. Et spoiler, et je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais même Thanos s'est fait avoir par une exception. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? On va utiliser une archi hexagonale pour vous expliquer un petit peu là où je veux en venir. Pour ceux qui ne sont pas familiers, on est sur une architecture qui est domain-centric, qui date du début des années 2000. Il y a eu quelques évolutions avec la Onion et la Clean, mais je reste sur un schéma très simple. En gros, dans le domaine, on a tout ce qui est business logic, et on n'a que la business logic. Ce qu'on a à gauche de l'hexagone, ça va être nos driving adapters, donc ça va être le point de départ de notre application. API, console app, desktop app, service, front, tout ce qui peut lancer votre système. Ce qu'on va avoir à droite, ça va être toutes nos dépendances. On va appeler ça des driven adapters. Donc ça va être par exemple un file system, une base de données, une third-party API ou je sais pas, des devices, genre une imprimante ou un truc IoT, peu importe. Tout ce dont vous n'avez pas le contrôle. Et le truc, c'est que tout ça là, que vous le vouliez ou non, des exceptions, il y en aura. Il y en aura beaucoup. On va prendre en exemple une que j'aime beaucoup, c'est celle du milieu, la DB Update Exception qui vient de Entity Framework. Elle va arriver à un moment ou un autre. Le truc, c'est que si vous avez cette exception-là, à un moment, elle va être propagée dans votre domaine jusqu'à votre front, jusqu'à ce qu'elle soit récupérée. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, avoir une exception qui est spécifique à Entity Framework, qui se balade dans mon domaine, qui est censé être agnostique de ses dépendances, j'ai un petit problème avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sans issue. Vous pourriez très bien dire que vos adapteurs sont responsables de récupérer ces exceptions et en sortie, retournent à monade. Et vous avez quand même un moyen d'écrire du code qui va être exception-free dans votre domaine. J'ai fait ça par le passé et je trouvais ça super. Donc voilà. En soi, pourquoi est-ce que j'ai voulu vraiment faire ce talk-là? C'était pour vous donner une alternative, vous donner un nouvel outil. Vous puissiez le mettre dans votre boîte à outils de développeur. Cette boîte à outils-là, on l'a tous, et en fait, elle grandit au fur et à mesure de notre carrière. Dedans, on met des méthodos, on met des techniques, on met des tools, on met du knowledge, et en fait, ça s'appelle l'expérience. Et le truc, c'est que plus votre boîte à outils est grande, plus vous êtes à même de prendre des bonnes décisions, de faire des bons choix, de peser le pour et le contre, sur des scénarios difficiles à gérer. Et là, je suis un petit peu désolé, mais en fait, lancer des exceptions, utiliser des monades, on s'en fout. Je vais pas aller jusqu'à dire que vous avez perdu 1 heure de votre temps, mais au final, ça, c'est pas important. Et je vais m'expliquer. Vous avez sur la gauche, là, une citation, de Mark Seaman. C'est un de mes héros. J'ai eu la chance de le rencontrer, de le faire venir sur Luxembourg il y a quelques années. Et ça date d'un article très loin, de 2014, sur son blog. Où simplement il parlait de CQS, donc qui est un principe OOP qui est extrêmement important. Néanmoins, malgré le fait que ça soit un pattern très important, il ne s'empêchait pas, s'il le voulait, de briser et de ne pas respecter cette pratique-là. Le truc, c'est que quand il faisait ça, il prenait pas ça à la légère et il était conscient qu'il faisait un trade-off, il était conscient des conséquences. Maintenant, vous remplacez dans cette citation-là, decide to break CQS par decide to use a monad ou alors decide to throw an exception, mais le principe est le même. On travaille tous dans une industrie qui est extrêmement complexe, où la seule réponse absolue, c'est ça dépend. Ça dépend toujours de l'équipe, ça dépend toujours du client, ça dépend toujours du contexte, ça dépend toujours de quelque chose. Et en soi, ce qu'il faut retenir, c'est simplement que vous, c'est pas simplement appliquer une règle à l'aveugle 100% du temps, mais c'est toujours savoir dans quel contexte vous êtes, savoir pourquoi vous le faites, et être conscient de qu'est-ce que ça me coûte de partir sur cette décision plutôt que sur celle-là. Et être en mesure de défendre vos idées et d'expliquer ça en fait à vos collègues, à des amis ou à d'autres personnes sur un réseau social. Donc, n'écoutez pas simplement ce qu'un gars random dit à une conférence ou un meet-up. Là, je parle de moi. Expérimentez, faites-vous votre propre idée. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important.
Donc en fait, s'il y a vraiment un seul slide à retenir, bah, j'ai envie de dire, c'est presque celui-là, quoi. Les monades ou les exceptions, peu importe, mais pratiquez. Faites-vous votre propre idée. Faites-vous votre propre expérience. Si jamais vous voulez creuser un petit peu plus ce qu'on a vu aujourd'hui avec les monades, je suis actuellement en train d'écrire une suite de blog posts sur le sujet, où on a déjà 2 articles, le 3e va bientôt arriver. Ils sont tous sur le blog de Vonage, c'est gratuit, vous pouvez y aller et regarder. Si vous avez des feedbacks d'ailleurs, je suis très preneur. Et on a également ici toutes les ressources que j'ai utilisées ou dont je me suis inspiré pour réaliser ce talk-là, y compris plusieurs livres, dont un qui est sorti très récemment de Simon Painter que je vous recommande. Et tout est là. Donc normalement, si je me trompe pas, Cédric a partagé un lien storage Google Drive où vous avez ce fichier avec les ressources et vous avez un extract PDF du talk. Donc voilà. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris quelque chose. Donc voilà. En tout cas, j'ai apprécié pouvoir partager ça avec vous. Bah super. Bah écoute, merci Guillaume, c'était top, tu vois, je me suis même pas permis de te couper tellement que c'était fluide et bien ensemble. J'ai vu. Non, je me suis noté quelques questions, mais voilà, je fais toujours à la fin d'un chapitre, je me disais alors est-ce qu'il va m'interrompre pour une question ou pas. Bah non, bah écoutez bien, cool. Yes. Donc n'hésitez pas s'il y a deux, trois questions. Je crois qu'il y avait une question que j'ai pas prise, c'était peut-être est-ce que tu peux expliquer en une phrase la différence entre le map et entre le match et le bind, non, map et bind, pardon. Alors le map et bind, est-ce que je vais réussir à retourner sur je vais essayer de retourner vite fait sur le slide parce qu'il y en a beaucoup. Mais bon, oui, c'est vrai. Désolé, je te fais naviguer un peu. Ici. Ouais, si vous regardez bien, la grosse différence entre map et bind, c'est le type de retour de la fonction à laquelle on va passer. Map va prendre votre boîte et va transformer le contenu en une autre valeur. Mais votre boîte va garder le même état. Bind va prendre votre boîte avec la valeur dedans et va appliquer une opération qui peut échouer. Par exemple, quand je veux faire un parsing, je vais utiliser bind. Quand je veux faire un update DB, je vais utiliser bind. Quand je veux faire une transformation comme un select en link view, je vais utiliser map. Ça, de mon côté, ça me paraît extrêmement fluide parce que j'ai pratiqué, j'ai expérimenté, j'ai appris à la dure. Je vois Jonathan Laurent qui pose une question. Des katas pour travailler ça. Il y en a un, Johan Thirion. Il a fait un kata sur LanguageX pour faire justement partir d'un flow standard avec du if-else et des exceptions et ce genre de choses et partir totalement à l'inverse sur un truc fonctionnel avec LanguageX. Donc si vous cherchez Johan Thirion LanguageX kata, vous l'avez. Je crois que je l'ai et du coup je le partage. Il me semble qu'il était même dans les ressources que j'ai partagées. C'est possible, ouais. Bah, tu sais ce que c'est la doc, hein. On va pas la lire. Non mais effectivement, je le vois. D'ailleurs qu'il y a autre chose, je crois qu'il n'est pas dessus. C'est simplement... Je verrai si je retrouve le lien, mais il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un kata d'exemples avec LanguageX qui contient une trentaine de steps différentes pour voir chacun des scénarios. Si jamais vous vous lancez sur cette lib-là, allez-y. Je l'ai dans mes favoris quelque part. Je serai en mesure de la partager sur LinkedIn si ça intéresse quelqu'un. Ok, super. Je me permets juste, tant qu'on est encore un peu tous là, n'hésitez pas à mettre un petit feedback à chaud sur les webinars. C'est une petite note de 5, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Moi, j'avais une question que du coup je voulais te poser. Je voyais dans certains cas, par exemple dans le cas des divisions, tu retournais soit un chiffre, soit une erreur. Il y a certaines méthodes, notamment ce que tu prenais en exemple, parfois qui génèrent des méthodes de base où il y a 3-4 exceptions différentes qui sont throw parce que c'est des types différents, etc. Alors, c'est peut-être pas une bonne pratique, je sais pas. Mais du coup, ça me fait dire que quand tu récupères une erreur, comment tu captes quel type d'erreur c'est? Est-ce que finalement, c'est-à-dire qu'il faut que tu découpes tout? C'est là où il y a un piège. C'est quelque chose que j'ai volontairement omis dans le talk parce que sinon, il faut une demi-heure de plus. D'accord. Il y a un monade duquel on n'a pas parlé et que j'ai laissé de côté volontairement. Tout ce que je vous ai montré là en termes de monade, il y a deux états à chaque fois. C'est try, c'est success exception, option c'est some none, etc., etc. Le truc, c'est qu'évidemment, on va avoir des scénarios où on va avoir plus que ça. On va en avoir plus que deux. Là, on a quelque chose qui s'appelle le one-off.
qui est l'équivalent de ce qu'on va retrouver en tant que discriminated unions dans des langages fonctionnels. Et en soi, c'est comme un either, mais qui contient plus que 2 scénarios, plus que 2 outputs. On peut en avoir 3, 4, 5, 6, 7. Le problème, c'est qu'on est en C#. Et là, on atteint une des faiblesses du langage, c'est-à-dire que ça devient très verbeux lorsqu'on se repose sur les generics. C'est-à-dire que vous allez avoir juste le type de retour qui va potentiellement prendre déjà 3-4 lignes. Et soudainement, en essayant de faire du code qui est clair, etc., on se retrouve avec du code à rallonge. C'est pas génial. De mon côté, j'ai un peu triché. Je pense que c'est une question de point de vue. Dans la mesure où, quand vous avez une exception, par exemple, et que vous faites un try catch, vous savez pas ce que vous allez récupérer. De la même façon que ce que j'ai fait, moi, mon résultat, c'est un équivalent de either, où ça serait un either de I result failure et du succès. Et derrière mon interface I result failure, j'en ai plusieurs. Et en fait, l'idée, c'est simplement de pouvoir au moins restituer cette erreur-là en chaîne de caractères pour la mettre quelque part, et après, s'il y a besoin, faire simplement comme on fait avec une exception. Donc en fait, là, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. On n'est pas dans F# avec une type inference qui est automatique, où là, ça serait plus simple, et c'est pas un langage fonctionnel pour rien. Donc c'est là où il faut un petit peu jongler avec les limitations du langage et un petit peu trouver une façon simple de le faire. Donc ça, c'est une partie un peu plus complexe. Si jamais vous voulez creuser un petit peu, je vous encourage à regarder la codebase et à voir comment c'est fait. Mais voilà. Malheureusement, c'est pas quelque chose de extrêmement abordable et c'était très dur de mettre ça dans un talk qui est déjà très très dense. J'imagine. Ouais. Ça marche. Et est-ce que je peux te faire revenir au slide 53 aussi? J'avais une autre petite question. J'aime pas quand tu viens avec des chiffres comme ça vient. Ah non, c'est juste que j'ai pris ma note. Donc là, en fait, j'ai l'impression, je me trompe sûrement, partie de droite, ton code, est-ce que en cas d'erreur, il affiche un truc? Oui. En fait, si tu regardes, donc ma méthode save division, elle retourne ici un either. Donc si jamais je fais 10 par 2, je vais récupérer un either de right avec 5 à l'intérieur. Si je fais 10 divisé par 0, je vais récupérer un either avec un état left et avec à l'intérieur attempted to divide by 0. Donc mon save division, il a either. Si tu regardes sur la méthode main, quand j'assigne le résultat dans texte, je fais mon monade.ifWrite. Ça veut simplement dire ici que ifWrite, c'est soit j'ai ma valeur, je suis dans un cas positif et je la retourne. Ah non, c'est l'inverse, parce qu'on est left, c'est 20. Donc, soit j'ai une erreur et je retourne directement mon type d'erreur qui est une chaîne de caractères, soit, si je suis dans un succès, je prends la valeur et je la transforme en chaîne de caractères à droite. Donc, ça veut dire que si je fais save division de 10 par 0, texte, je vais avoir attempted divide by 0. Et si jamais je fais 10 divisé par 2, je vais avoir 5 divided by 2 equals 10 divided by 2 equals 5. D'accord, donc le left, en fait, le ifWrite va te faire l'évaluation. Si tu veux, il faut... Je ne sais pas si tu avais le match, si tu te souviens bien, on a deux fonctions à l'intérieur qui vont dire voilà ce qui se passe si c'est positif, voilà ce qui se passe si c'est négatif. Sur les monades, tu vas avoir souvent un if-right ou if-left dans la mesure où tu ne veux pas modifier la valeur d'un état, mais tu veux changer ce qui se passe si jamais tu es dans l'autre. Le if-right là, c'est un équivalent de dire match, passer cette méthode-là qu'on a avec le success dans la partie success, et de retourner directement l'erreur qu'on a en fait en négatif. Et c'est une façon de réduire un petit peu la taille du code et la quantité de fonctions qu'on va avoir. Donc des méthodes comme ça sur les monades, il y en a plein. On va avoir du if right, if left, if sum, if none, if failure, ce genre de choses. Ok, écoute, merci, hyper intéressant. Et du coup, je rebondis sur la question de Jonathan. Est-ce que à la compilation, ça détecte l'oubli du if right? En fait, ça détecte l'oubli. Est-ce que tu peux être un poil plus clair, Jonathan, s'il te plaît? Peut-être que... Ah oui. Quel suspense. Si on a un string. En fait, le truc, c'est que si tu fais pas if right, tu n'as pas soit une string, soit un double. Tu as un either. Ah oui, donc ton var, là, texte, ce sera un either. Ouais, exactement. Là, on ne le voit pas parce que c'est un snippet qui est généré avec Carbon, mais si jamais tu es sur Rider ou sur un truc qui t'affiche le type, tu verrais que là, texte est une string, et si tu removes le if right, tu es sur un either. En fait, il faut partir du principe que, souviens-toi, either, c'est une boîte. Et donc, quand je fais save division de 10 par 0, j'ai pas 5. J'ai une boîte avec 5 à l'intérieur. Maintenant, si tu veux récupérer ta valeur, il faut l'extraire de la boîte. Et pour l'extraire de la boîte, tu vas avoir match, tu vas avoir if left, tu vas avoir if right.
Après, là, on parle de méthodes qui sont très spécifiques à LanguageX, donc où ça demande un petit peu de familiarité pour s'y mettre. Mais en gros, c'est ça. Ok. Ouais, donc peut-être, alors je suis pas expert C#, mais peut-être que là, le write line, il va te dire, je sais pas comment gérer un Either, ou peut-être que si, Alors, mais il t'affichera un truc bizarre au runtime. ouais, exactement. Et je rebondis parce que je vois Jean qui pose une question. En fait, t'as pas besoin. Parce que le if write, il va juste te dire, si jamais je suis dans un état write, qu'est-ce que je fais? Mais sinon, si je suis dans un état left, je te retourne directement la valeur de l'état left. Et la valeur de l'état left, ici, c'est attempted divide by zero. Donc, tu n'as pas besoin de transformer ta string en une autre string. Vraiment, il faut vraiment visualiser les deux états. Je ne sais pas si je suis clair. Si, t'es clair, mais tu sais, c'est le genre de truc, je pense, si on prend, non, mais c'est très clair, mais je pense que si on met un peu les mains dedans, qu'on pratique, tu sais, c'est le genre de truc comme c'est nouveau, enfin, pour moi, il y a un moment donné, tu vas, en pratiquant, il va y avoir un mindset, tu vas avoir un truc qui va se déclencher, tu vas faire, ok, là, ça va beaucoup mieux. Mais, non, mais c'est ok. Johan joue exactement. Le retour, en fait, si tu fais if right, il faut que le résultat de ton if right soit du même type que ton left. Si tu fais if left, il faut que ton left soit du même type que ton right. De la même façon que si tu fais un match, il faut que tes deux fonctions retournent le même type. C'est ça le truc. Quand tu proposes une valeur à un behavior secondaire ou une valeur par défaut ou quelque chose comme ça, il faut que tes types s'alignent parce que sinon, ça va pas compiler. On va te dire var text, je sais pas le définir parce que dans un cas, j'ai un int, dans l'autre, j'ai un string, je sais pas gérer ça. Et il faut vraiment faire la différence entre ce either là, par exemple, et un tuple. On m'a posé la question une fois, pourquoi j'utiliserais pas un tuple à la place du either? En fait, il y a un truc vraiment très important. Le tuple peut contenir les deux. Si vous faites tuple string double, il peut contenir les deux. Il n'y a rien qui vous empêche de saisir aucune valeur, une valeur, l'autre valeur ou les deux valeurs. Le either vous force. C'est vraiment une opposition d'état. Le if right qui envoie le string du left, si c'est pas right, c'est ça. Exactement, Jean. J'aurais dû le phraser comme ça. Et Cédric, ce que tu disais, c'est effectivement le cas. Faut pas oublier qu'on parle là d'un shift de paradigme. C'est pas évident au début. Pour vous raconter un peu comment moi j'ai abordé notamment LanguageX et comment j'ai appris avec ça, je suis tombé dessus suite je sais plus comment j'ai trouvé cette lib. C'est il y a quelques temps, on va dire que je suis vieux, mais j'avais vraiment envie de l'utiliser et je l'ai appliqué directement sur une solution sur laquelle je bossais et j'ai commencé simplement par utiliser des options pour supprimer tout ce qui était nul du code. Et je trouvais que c'était juste fantastique. J'avais plus de if nul, j'avais plus tout ce genre de choses. Le code, il était juste, j'étais vraiment content. Mais je me suis heurté à un moment à un sujet un peu complexe avec notamment de la transformation, du bind, des machins comme ça, de la sync qui vient se mettre dedans. Et c'était trop pour moi. J'avais besoin qu'on m'aide et en fait, j'étais tout seul. Et j'avais deux scénarios. C'était soit je revenais en arrière et j'utilisais pas LanguageX et je reviendrai plus tard dessus, soit tu grindes, t'apprends et tu fais en sorte d'y aller. Le truc, c'est que j'ai tenté d'abandonner. J'ai enlevé LanguageX, j'ai remis mes if nuls, ce genre de choses, et le code m'a juste dégoûté. Je dis mais non, jamais de la vie je reviens là-dessus. Donc en fait, j'ai remis LanguageX et je me suis débrouillé pour trouver des gens qui connaissaient et qui m'ont filé un coup de main. Dont un fameux Johan Thirion. Il est toujours quelque part. Et il y a vraiment un shift à faire sur la façon dont on écrit ça. Ok. Écoute, hyper intéressant. Il y a deux, trois petites questions. Si on voulait avoir la valeur right sans la transformer, ce serait quoi le nom? Il faut la valeur right. Ici, c'est ton succès. Si tu pourrais, par exemple, parce que là, on a notre boîte qui contient soit un string, soit un double. Le résultat de notre if right va être un string. Maintenant, tu pourrais très bien dire, je veux que ça soit un double, ou je veux que ça soit, je sais pas, un objet number que tu vas créer. En soi, il faut que tu transformes la valeur qui est liée à chacun des états dans le type qui t'intéresse. Donc, si maintenant tu veux la valeur right sans transformer, il faudrait que tu fasses un if left, mais il faut que tu transformes ton left là en double, par exemple. Et tu pourrais faire self division de 10 by 0.if left 0, et tu aurais soit le résultat de ta division, soit la valeur par défaut 0 que tu définis comme ça. Je suis vraiment content de ton truc. C'est chiant à expliquer. Non, mais...
Ok, top. Et ouais, t'as je sais pas si dans les liens, tu as peut-être partagé des libs, peut-être pour d'autres environnements, Alors, ou si tu en je connais. connais pas toutes les libres qu'on peut trouver ailleurs. En PHP, j'en ai pas, mais ça doit se trouver. Je sais qu'en Java, il y a Vaver, par exemple, qui fait quelque chose de similaire. Euh, il y en avait une en TypeScript dont j'ai oublié le nom. C'est pas Zod. Si, il me semble que c'est ça. Je crois que c'est Zod. Si, parce que je me souviens que j'ai la blague avec Superman. Dans le Meetup Craft, on avait reçu Nicolas Carlo qui était venu faire une présentation qui s'appelait Types at the Edge of the System. Et en fait, c'était exactement sur ce sujet-là, sur intégrer du parsing en fait aux extrémités de votre domaine ou de votre hexagone pour laisser rentrer que des valeurs valides. Et il utilisait, je crois, Zod. Il y a quelques équivalents. Malheureusement, pour le reste, il faudra chercher. PHP. Mais je ferai ça pour la prochaine fois. Je sais que les gens vont. Ok, top. Bah écoutez, je vois qu'on a un tout petit peu débordé, mais c'est pas grave du tout, au contraire. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être à faire passer? On a fait le tour. Essayez quoi. Enfin, Ouais, moi essayons. personnellement, ce shift-là, il a changé ma façon d'approcher le programme de software development. Je sais pas si ça sera le cas pour vous, mais essayez, ça vous coûte rien et par contre, il y a beaucoup de choses à gagner. Et si jamais vous avez du mal, perdez pas espoir, trouvez quelqu'un qui vous aide. Parce que pour moi, ça en vaut vraiment la peine. Et Scott Vlashin disait simplement que vous avez beau être un développeur OOP, le fait d'apprendre le paradigme FP va vous transformer en meilleur développeur, même si vous faites pas de FP plus tard. Donc, tentez le coup. Et puis, si vous voulez me voir, j'aurai d'autres itérations de ce talk-là à donner. En général, c'est en anglais. Mais voilà, donc, venez sur LinkedIn, on peut discuter, venez sur Discord, ou si vous me voyez une conférence à l'occasion, je serais ravi de discuter avec vous. Eh ben génial, le message est passé. En tout cas, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont tester, donc voilà, Ah c'est bah cool. venez, on va monter un groupe. Exactement. Eh bien parfait. Eh ben écoute, Guillaume, je te remercie à nouveau pour ce webinaire qui était hyper intéressant. Le replay sera disponible dans l'après-midi sur YouTube si vous souhaitez revoir certaines parties, certaines explications et surtout le partager voilà, pour pouvoir en faire profiter d'autres gens, parce que je pense qu'en termes de réflexion, c'était quand même hyper riche et hyper intéressant. Donc je suis vraiment ravi qu'on ait pu avoir ce talk-là ensemble aujourd'hui. Et puis donc, comme je le disais, le 27 février, on se retrouve avec Christian Finel d'Arola pour parler de tech lead et de performance des équipes. On fera un peu de com aussi à partir de cette fin de semaine, donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Et écoute, Guillaume, c'est peut-être un prochain webinar. C'était pas le premier pour toi chez PacPine, donc Exactement, j'espère qu'il y en aura d'autres. exactement. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et voilà. On se À quitte là-dessus. bientôt. Ciao, Merci ciao. Guillaume. Salut tout le monde.